curieux d'une question, et c'est la question du coup du déblabla. Je propose qu'on lance le jingle et que je pose la question juste après. Ok. Jingle. Alors le déblabla les amis, moi c'est ma petite séquence préférée parce que le nom j'en suis pas peu fier, vous le savez très bien. Ça a été brainstormé avec ma chérie autour d'une bière. Encore une fois, je vous mens pas, j'en suis pas peu fier. Le déblabla aujourd'hui, tu veux introduire un peu la question Alex? On va juste introduire hein. celle-ci du coup. Donc moi c'est une question qui me tient pas mal à cœur Mm. parce que c'est un travail. Oui, pardon, excusez-moi, je ne suis pas assez près du micro. C'est un travail que je fais sur moi tous les jours et que je fais depuis quelques temps et avec qui j'aime beaucoup parler à chaque fois que je rencontre quelqu'un pour avoir son opinion, son point de vue et surtout comment il arrive à surpasser ce genre de choses. Alors la question du syndrome de l'imposteur, d'après toi, en fait, est-ce que c'est une problématique de créatif ou est-ce que c'est une étape à passer ou enfin comment toi tu le vis? Est-ce que est-ce que tu as développé ce syndrome-là? Comment tu vis avec toi-même par rapport à ça? Et comment tu te vois avancer justement par rapport à ça? Je pense que c'est lié à l'estime et à la confiance que l'on se porte, que chacun se porte. Et il y a des mécanismes quand même qui permettent de construire sur des bases et de pas sentir qu'on commence tout de zéro. Moi, il y a une période où chaque projet graphique que j'entamais, j'avais l'impression de jouer ma vie sur le truc. Ouais. Et ça me mettait dans des états pas possibles, quoi. J'étais pas moi-même. Mais je pense que c'est là où, tu vois, l'organisation, la méthodologie, avoir un process bien calibré, tu vois, permet de te rassurer un petit peu là-dessus. Je pense qu'aussi l'expérience derrière te permet de dire bon, en fait c'est bon, je peux m'asseoir sur certains trucs, tu vois, et je mets pas ma vie en jeu sur chacun des trucs, tu vois, mais je pense que c'est le lot de personnes qui sont peut-être un petit peu émotives, tu vois, ou qui ont une tendance, une gestion assez chaude de leur Des émotions. ouais, tu vois, truc comme ça. Quand t'es un petit peu plus pragmatique, quand t'as une approche un petit peu plus rationnelle des choses, t'as une construction, des événements, une organisation qui te permet, sur lequel tu peux t'asseoir. Tu vois. Ok, mais à ce moment-là, d'un point de vue exécutant ou encore, voilà, on peut être dans la capacité de résoudre des projets, mais sauf que d'un point de vue artiste, où justement tu n'es pas limité ou cadré par ce genre de choses. Comment tu le vis à ce moment-là? Et je pense que ça te rattrape toujours. Hein. Ah ouais? Ah ouais, réellement. Hein. Ouais. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours préservé de chercher d'essayer de vivre de ma peinture à fond, tu vois ce que je veux dire. J'en fais, je vais continuer à en faire, j'en ferai certainement jusqu'à la fin de ma vie, mais à aucun moment je me dis vas-y maintenant tu fais all-in, tu vois. Ouais. Parce que Il y a cette pudeur aussi peut-être d'apprécier d'autres choses et de se dire bah voilà, moi je me considère mais j'ai pas envie de me mais considérer. Parce que c'est hyper aléatoire aussi être artiste à temps plein, je veux dire il y a j'en connais énormément, je connais réellement des brutasses en dessin et en peinture. C'est des gars qui vivent peu ou pas de leur pratique parce que t'es énormément traversé par tes émotions, par tes états d'esprit. Et faut que mine de rien, pour créer, il faut que certains éléments et contextes soient réunis. Tu vois, tu te dis pas... tu vois, à l'inverse, tu vois, aller peindre ou aller faire ta créa... en les calquant sur des heures de bureau, tu vois, genre en faisant du 8h-17h, je suis pas sûr que ça marche. Tu vois, en ayant cette pratique. Après, tu peux avoir une pratique, tu peux essayer de cadrer ton quotidien comme ça, mais au bout d'un moment, s'il s'agit vraiment un petit peu d'avoir une approche et une pratique très singulière, avoir une approche si pragmatique à l'inverse, je suis pas sûr que ça, tu vois. Non, je pense qu'il y a un juste milieu peut-être à avoir. Moi j'ai une stat là, c'est selon Valérie Lyong, experte en syndrome de l'imposteur, elle a mené une étude et il semblerait qu'environ 70% des personnes ont connu le syndrome de l'imposteur à un moment donné dans leur vie. Et donc ça, elle le considère en plus dans toutes les cases de métier et ça peut varier selon certains métiers. Et ce qu'elle dit aussi derrière, c'est qu'en vrai c'est plus présent chez les artistes. Alors, je pense qu'il y a un côté aussi très, très immatériel peut-être aussi à ce qu'on fait. Le fait que ce soit pas un besoin aussi primaire, abstrait, Est-ce que nous, des fois, on se pose des questions par rapport à l'utilité? Est-ce que toi, tu te sens utile finalement? J'aimerais me sentir plus utile. Mais c'est pour ça, tu vois, par exemple, dans la pratique, et c'est ce que je peux dire de temps en temps à certains étudiants, c'est que au-delà du design graphique, c'est être des citoyens un petit peu responsables. Tu vois,
C'est être en capacité de dire non à certaines marques. Ça, c'est le truc le plus dur, tu vois, par exemple. C'est être en capacité à un moment d'avoir un process qui est éco-responsable, tu vois, ou machin, tu vois. Je trouve que c'est méga important. Et parce qu'on a perdu un petit peu, sur ces 15-20 dernières années, un petit peu le côté d'utilité sociale, graphisme d'utilité sociale. C'est les choses qui sont encore pratiquées si tu vas aux Beaux-Arts, tu vois, ou dans les institutions publiques. Mais à la base, on vient de là, quoi. On est parti quand même du graphisme, on va dire, utile parce que c'était du graphisme de signalisation, en fait. À quelque chose de faire du beau pour du beau, un peu, tu penses? Bah, c'est pas forcément faire du beau pour du beau, tu vois, mais c'est en oublier l'importance du message. Ouais, l'importance du message et la nature que l'on peut donner au message, tu vois. Sûr, ouais. C'est, tu vois, par exemple, tu regardes dans le design industriel, eux aussi ils se sont perdus un moment. À partir du moment où les ingés fabriquaient des objets avec une obsolescence programmée, là aussi, ils se sont perdus, tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue sociétal, tu vois. Après, est-ce qu'ils ont eu le choix à ce moment-là? Je veux dire, il y a choix et choix. Et puis après, bon, tu vois, ça serait plus du cas par cas, tu vois. Mais à partir du moment où ton métier, c'est de faire des trucs à utilisation unique, pour que derrière, tu pousses au rachat, etc. Tu vois, la composante sociétale, pour moi, elle est manquée, quoi. Là, on est dans un processus, du coup, là, tu parles surtout de surconsommation, en fait. Oui, mais ça, tu vois, c'est politique, tout. Est-ce qu'on pencherait pas vers un retour en plus? Tu vois, ça devient plus à la mode, entre guillemets, parce que ça devient un peu plus, on va dire, le vrai souci de l'upcycling ou tous ces trucs-là et tout. Ça a été au début le fait de pouvoir se l'acheter et de pouvoir se le permettre aussi. Maintenant, ça devient vraiment je veux dire, une valeur ajoutée de fou, je pense, chez les créatifs. C'est votre génération qui a mené ça, je pense. Parce que moi, ma génération, je me souviens quand j'étais à la fac, quand j'ai repris mes études là, avant l'âge de 30 ans, j'avais dû faire un questionnaire où j'avais dû interroger des premières années, donc c'est des gens avec qui j'avais 10 ans d'écart, tu vois. Et ils avaient des préoccupations écologiques, questions du genre, etc., à la place de la femme dans la société, etc. Moi, je sais que ma génération, elle était à des années-lumière de ça, tu vois. Bien sûr, on a d'autres problématiques, quoi. Tu vois, non, vous êtes un petit peu plus conscient, j'ai l'impression, tu vois. Après, on sent déjà... Il y a finalement qui nous dit plus d'XP égale plus de confiance en ses capacités. Je pense que c'est une réalité aussi. Plus tu as d'expérience réelle, plus tu as des retours réels, plus tu es sûr de ce que tu peux faire et t'assumer, tu vois. Après, je pense que la prise de conscience, elle est petit à petit. Je veux dire qu'on n'est jamais 100% en full confiance en nous. Je vois le mec qui dit j'ai confiance en moi, j'ai pas de trac. C'est un gars qui en a beaucoup aussi. C'est ça. Je sais plus qui avait dit si vous avez pas le trac, vous verrez, ça viendrait avec le talent ou un truc dans le genre. Il y a un mec qui a dit ça. Ouais, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Mais je me rappelle plus. Mais après, tu vois, genre, moi, ça me fait penser, par exemple, par rapport à ce que tu nous dis, c'est le reportage derrière nos écrans de fumée. Je crois que c'est comme ça en français. Ouais, c'est ça, derrière nos écrans de fumée, du coup, sur Netflix, je vous conseille de regarder parce que moi, ça m'a retourné, ça m'a fait repenser complètement le métier que je faisais. C'est-à-dire que j'étais UX designer, mais j'étais UX designer pour les autres. Maintenant, je suis UX designer, mais pour les gens. Voilà. Mais et justement, ce point de vue on a fait quelque chose parce qu'on nous a dit que c'était bien et qu'on pensait que c'était bien, mais sauf qu'on savait pas si c'était bien ou pas parce qu'on l'avait jamais forcément testé et on n'avait pas de retour assez long sur le temps sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et du coup, maintenant, c'est des gens qui ont fait quelque chose parce qu'on leur a dit de faire et qui ont été dans l'état d'esprit où ce que je fais c'est bien et c'est pour aider la société. Et je me sens justement une personne être une personne qui mérite en fait ce que je vis, mais d'un autre côté qui depuis 20 ans maintenant, depuis que Instagram, Facebook, tout ça ont été lancés, sont poursuivis par la justice, par les gens, par le monde entier en fait, parce que voilà, vous avez eu une mauvaise idée. Le mec qui a créé le like sur Instagram s'est pris je crois 100 millions de dollars d'amende parce qu'il avait créé le like. Ok. Et le mec a créé le scroll infini. Est-ce qu'il a pris un truc du coup? Parce que j'ai vu un reportage sur lui. Je sais pas. Et il disait que lui-même il regrettait ce concept-là du scroll infini. Donc ce qu'on appelle le scroll infini, c'est ce que vous avez en fait sur vos tous les réseaux existants, donc surtout sur Instagram, Facebook. Ça va refresh chaque fois, ça va vous donner du contenu de manière infinie. On ne peut pas finir Instagram. À l'époque, on pouvait finir Facebook. On peut pas finir le jeu. Finissez le jeu si vous pouvez. Sortez de la matrice, s'il vous plaît. Oui, mais sauf que après, tu vois, le truc, c'est que le scroll infini, en fait, le pire, c'est que le contenu est créé par nous-mêmes, genre. Tu vois. Et du coup, en fait, on a créé notre pire cauchemar de jamais s'arrêter.
Ouais, c'est un peu le schnorr, quoi. On sort du sujet. Pardon. Mais ouais, mais voilà. Mais dans l'idée, il est compliqué de vivre avec ce syndrome-là. Et du coup, toi, tu as décidé de te faire confiance et de passer outre, en fait. Ouais, il y a des éléments qui me permettent de me rassurer, mais... Tu le vis encore maintenant ? Ouais, à fond. Mais à l'inverse, par contre, c'est un truc qui fait que je chercherai toujours à travailler. Tu vois, je bosserai tout le temps. Ouais, c'est une sorte de moteur pour toi. Ouais, en fait. ouais, ça m'alimente en fait. Et en vrai, il y a des fois où c'est pas confortable. Il y a des fois faut y aller, il y a des fois faut accepter de se planter. Ça dépend les trucs, tu vois. Par exemple, effectivement, le travail que je peux avoir avec des étudiants, là, je me permets, tu vois, aucune erreur entre guillemets, tu vois, parce que il y a d'autres enjeux. Mais dans ma pratique perso, ouais, j'accepte, tu vois, de. T'as des anecdotes de trucs qui ont complètement foiré et tu t'es dit plus jamais je m'y remettrai? Ah non, jamais je reviendrai. Je veux dire, même dans ta vie d'intervenant, est-ce que le premier cours, par exemple, ça a été cata? Le premier cours, je me suis tellement la pression, j'avais l'intérieur l'intérieur des mains qui pelait. C'était le canal de Brienne. Ah ouais, non, là c'était j'avais le cœur qui battait à 450 battements minute. Non, j'étais vraiment pas bien. Mais après je peux parler des heures de choses qui me passionnent, donc tu vois, très rapidement ça revient. Tu vas retrouver le truc. Ouais. Mais le dernier truc sur lequel je me suis planté, là, j'ai fait une fresque là, murale cet été. J'ai pris 8 portraits, enfin 8 personnes en photo, que je devais dessiner directement sur le mur derrière. Et je sais qu'il y en a réellement sur les 8, il y en a 6 qui fonctionnent bien. Il y en a 2 qui. T'es pas fier? Ouais, non, elles marchent pas très bien, tu vois, les portraits. Mais en même temps, tu vois, c'est à la passerelle, du coup. Ouais, le quartier des Minimes, ouais. Passerelle négrenaise, du coup. Dont on voulait en parler, en plus on a complètement switché le truc, mais qui est un projet récent. Ouais. Et toi tu connais bien les gens là-bas. Ouais. Et là-bas il va se passer quelque chose bientôt. Non, c'est rien à voir. Tous les feu c'est pas là-bas. Non mais c'est pas loin. Non mais c'est pas loin. Tous les feu c'est pas loin. Ouais. C'est minime aussi. Il y avait une info au minime. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'encore maintenant, encore récemment, tu considères aussi des fois des échecs, des erreurs. Après, tu vois là pour le coup, faire du portrait comme je le fais, façon un peu hip-hop à l'huile ou sur mur, à main levée comme ça, sans vidéoprojecteur, je sais qu'on n'est pas nombreux à le faire. Donc je préfère me dire, j'y vais à fond, tu vois, peinture sans filet, tu vois, et à rentrer 6 très correct sur 8. Je préfère me dire ça que rentrer 10 au pochoir presque, tu vois. Et oui, d'avoir une technique qui n'est pas la sienne forcément. L'avantage, c'est que tu vois, j'ai retrouvé ça sur les réseaux du coup. Ouais, mais il faudrait que, tu vois, on parlait de gestion des Instagram tout à l'heure, il faudrait que je fasse davantage de trucs. Harceler Guillaume Davas. Harcelez-le sur Instagram pour enfin avoir du contenu qu'il nous nourrisse un peu. On vend du projet, on vend de la créa et il nous nourrit pas. Les gens sont affamés. J'avais une autre info en vrai qui est intéressante, c'est que il s'avère qu'en fait le syndrome de l'imposteur, ça peut être aussi un peu genré dans le sens où les femmes sont plus amenées à avoir le syndrome que les hommes. C'est plus présent et je trouve ça important de le souligner.